Bonjour à tous. Très heureux d'être là au Brestcamp pour aujourd'hui parler un peu de machine learning sur Android avec MLKit, tout en n'étant pas du tout expert ou experte en intelligence artificielle. Petite introduction, je m'appelle Julien Salvi, je suis lead Android Engineer chez Aircall, une scale-up internationale avec des bureaux à Paris et un peu partout. À côté de ça, je suis dans le programme Google Developer Expert sur la spécialité Android et je fais partie du Paris Android User Group. Et à côté de ça, j'écoute du punk et je bois des IPA. Ça, c'est le coup pour le côté fun. Et si vous voulez suivre un peu de ce que je fais niveau tech, je suis toujours sur Twitter et je partage des trucs @Julien Salvi. Ok, on va rentrer un peu dans le dur. Pas mal de slides seront en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais parler en français. J'avais mis dans mon abstract, on n'a pas besoin d'être un expert en intelligence artificielle ou machine learning pour développer des features assez cool dans ces applications Android. Mais c'est quand même cool de connaître un peu de choses autour de l'IA et du machine learning. Donc là, petite première introduction au machine learning pour essayer d'un peu de poser les bases et un peu de poser le contexte et d'essayer d'avoir on va dire, des petites connaissances avant de rentrer dans MLKit pour Android. Ok. Au début, j'ai demandé à Google, classique, OK Google, qu'est-ce que le machine learning? Et donc j'ai eu une petite réponse qui est donc le machine learning, c'est l'utilisation et le développement de systèmes informatiques qui sont capables d'apprendre et de s'adapter sans suivre d'instructions explicites, en utilisant des algorithmes ou des modèles statistiques pour ensuite en tirer des conclusions et sortir des outputs suivant ce qu'il y avait en entrée. Ok, c'est une première approche, donc on comprend un peu ce qui est derrière globalement le machine learning. Ensuite, je me suis mis à demander aussi à ChatGPT, c'est la base de nos jours. Il m'a sorti pareil, assez similaire. Donc entre Google et ChatGPT, on est à peu près sur les mêmes définitions. L'apprentissage automatique en utilisation de modèles mathématiques, de techniques de statistiques, apprendre automatiquement, s'améliorer au fil du temps. Donc là, tous ces concepts sont définis pour le machine learning. Donc on a des définitions assez similaires. Donc là, maintenant, on va aller creuser un peu plus loin, de voir comment on arrive à faire tout ça, ces modèles mathématiques, ces techniques de statistiques et tout ça. Donc là, on a une première définition, on va dire, du machine learning. Mais bon, vous demandez quand même, on veut en savoir quand même un peu plus sur ce que c'est le machine learning. Donc, ok, je ne suis pas un expert en machine learning, mais bon, on va voir comment je vais m'en sortir pour vous expliquer un peu tout ça. Ok, introduction globale machine learning. Donc, on va dire l'image globale, on a l'intelligence artificielle, et ensuite le machine learning, c'est une sorte de subset de l'intelligence artificielle. Donc, on a de la data qui ensuite qui passe en input, qui fait ensuite des prédictions sur ce qui va potentiellement se passer en sortie. Tout le machine learning, on sait de nos jours, ça fait, on va dire 1 an, c'est un gros boom un peu partout, et c'est déjà été utilisé depuis pas mal de temps dans des cas comme le médical, les jeux, tout ce qui est vente, etc. Donc c'est là depuis longtemps, mais on va dire il y a un gros boom en ce moment. On l'a vu avec la Google I.O. où c'était focus IA. Et donc après, en dessous de ça, dans le machine learning, on peut retrouver des subsets comme le deep learning, là, avec tout ce qui est réseau de neurones, création de modèles ultra intelligents pour on va dire résoudre des problèmes assez complexes. Donc là, c'est encore un subset du machine learning qui va un peu plus loin encore. Dans le machine learning, il y a à peu près, on va dire, 3 types d'apprentissage. L'apprentissage qui est dit supervisé, où là, on va passer en entrée de la data avec de la data labellisée pour dire, ok, tiens, par exemple,
à mon système, mon modèle, je vais lui faire reconnaître des chiens. Donc on va passer des images de chiens, on va dire ça c'est un chien, ça c'est un chien, ça c'est un chat, donc c'est pas un chien. Et donc après avoir appris de cette data-là, il va pouvoir, quand on va lui donner une nouvelle photo avec un chien, potentiellement il va reconnaître qu'il y a un chien dans l'image. Donc ça c'est le modèle supervisé. L'autre façon de faire, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc là, les datas en entrée, elles ne sont pas labellisées. Et donc, du coup, en analysant potentiellement l'image ou le texte, peu importe, il va permettre, au fur et à mesure des images qu'il analyse, de savoir, de reconnaître un peu ce qu'il y a à l'intérieur, de dire, OK, bon, ça, je reconnais, c'est peut-être plus une forme de type, genre, OK, c'est peut-être un chien, un chat, un mammifère, un oiseau, un truc comme ça. Je prends l'exemple typique de la reconnaissance d'image. Et ensuite, on a l'apprentissage par on va dire, le reinforcement learning, par genre renforcement d'apprentissage. Donc là, en gros, il va processer les images et en fonction de ce qu'il trouve en sortie, on va lui donner on va dire, une bonne note ou une mauvaise note en fonction de ce qu'il trouve dedans ou potentiellement, là, j'avais fait ça en école d'ingénieur où en gros on faisait des sortes de smart lemmings. Donc on part d'un point A et le lemmings doit aller à un point B et tout en gros c'est du try and die. En fonction des actions qu'il prenait dans le monde, il recevait des bonnes actions pour aller potentiellement à la zone de sortie. Bon, s'il mourait, il avait genre, allez, on va dire moins 1000. S'il arrivait au plus proche de la sortie, suivant les actions qu'il faisait, il avait des plus 50, plus 100, plus 1000, etc. Donc, en fonction des actions de sortie, il y a des pénalités ou du plus. Et ensuite, ce modèle-là est réinjecté en entrée, et donc avec ça, il va apprendre à, on va dire, prendre les bonnes actions au fur et à mesure pour arriver à ses fins. Donc, tous ces process d'apprentissage, en gros, le process du machine learning, c'est, on va dire, défini en 4-5 étapes. Donc, au début, on va définir le problème et à donner de la donnée en entrée pour que notre modèle puisse apprendre et avoir en sortie la bonne donnée attendue. Donc on va faire un clean de ces données en entrée, on va un peu les pré-processer. Ensuite, on va sélectionner un modèle qui va pouvoir s'entraîner avec cet énorme set de données. Plus le set d'entrée est grand, plus il y aura potentiellement de bons résultats en sortie. Ensuite, le modèle, après l'entraînement, on va pouvoir l'évaluer pour dire, OK, donc là, avec ce set-là, il a des performances assez correctes, ou alors, OK, il faut l'entraîner encore un peu plus, etc., etc. Et ensuite, dès qu'on sent que notre modèle est à peu près prêt, on dit, OK, les données en sortie sont pour moi correctes, on va pouvoir le déployer en production et l'utiliser dans nos applications. Maintenant, petit focus sur les différents algorithmes utilisés en machine learning. Là, c'est un peu deep. Je vais pas rentrer trop dans le dur et dans le détail, parce que on va dire il y a d'autres choses un peu plus intéressantes et concrètes avec MLKit. Donc là, c'est vraiment une image globale des algorithmes présents dans le machine learning. Donc, on a la régression linéaire. Donc, vraiment, c'est une droite sur les données en entrée. Ça veut dire, OK, j'ai ça en entrée. Est-ce qu'en sortie, j'ai à peu près, je vais tirer une droite et pour dire, OK, l'output, ça va être à peu près ça. Donc, ça va prédire une sortie, un résultat qui sera basé sur plusieurs données en entrée. On a la régression logistique. Donc là, on part un peu plus dans le complexe. Donc là, on pourra utiliser
suivant les données en sortie, on va lui dire OK c'est bien ou OK c'est pas bien, un peu comme ce qu'il y avait avant ici, le reinforcement learning, on va lui donner, mais là plus en mode binaire, genre oui, non. Et ensuite on a les arbres de décision, donc assez commun, donc on peut avoir un arbre, un graphe, peut être récursif ou pas, et suivant les poids qui peuvent être donnés à chaque, on va dire, à chaque nœud, on va pouvoir choisir le meilleur choix possible suivant les données en entrée. Là, on rentre dans les plus complexes, le random forest. Donc là, c'est pareil qu'avant, on avait des decision trees, par exemple là, pour notre graphe. Avant, on n'en avait qu'un. Ici, on va en avoir plusieurs, pas mal utilisés pour le médical, par exemple, traitement d'image, etc. Donc là, ça va faire, en fonction de tous les arbres de décision possibles et des résultats qui seront sortis, faire une sorte de prédiction pour dire, OK, le résultat le plus probable avec ce que j'ai analysé, ça va être ça. Et ensuite, après, on a ce qui se rapproche de plus, ce qu'on essaye de se rapprocher le plus de notre cerveau, donc les réseaux de neurones, algorithmes très complexes où la data ensuite en sortie est reprocessée en entrée, donc pour essayer d'aller au plus proche de la structure d'un cerveau humain. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus complexe dans les algorithmes de machine learning. Ok, donc avec tous ces algorithmes, comment on a vu, comment processer, etc. Donc, où est vraiment appliqué le machine learning? On a plusieurs domaines. On a le Natural Language Processing, tout ce qui est autour de la langue et des traductions. Donc là, pour faire de la classification de textes, analyse de sentiments, traduction de langue, des chatbots, etc. On a tout ce qui est computer vision, donc traitement d'images. On peut faire de la détection d'objets dans les images, de la segmentation d'images, reconnaissance faciale, du scan de barcode, et bien plus encore, il y a encore plein d'applicatifs. Le machine learning peut s'appliquer aussi à la détection de fraude, ce qu'on utilise, nous, chez Aircall, pour détecter des comportements frauduleux, par exemple, sur les transactions ou sur l'utilisation d'un compte. Recommandation aussi, système de recommandation. Typiquement, quand on vous propose, Google vous propose des X pubs pour genre tel produit. En gros, c'est basé sur les inputs de l'utilisateur et ses préférences, etc. Donc, on vous propose des produits et des services. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est les deux premiers. Tout ce qui est autour des langues et du traitement d'image. Parce que ça, c'est les deux domaines de MLKit. Donc, on va se focus sur ça et vous verrez que, sans être un expert, on va pouvoir implémenter toutes ces à peu près features avec MLKit dans ces applications Android. Et grâce à ça, merci ChatGPT, j'ai fait une petite introduction à l'IA sans trop être un expert en machine learning. Donc, le machine learning vous a expliqué le machine learning. Ok. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur et voir comment on va manipuler MLKit. Donc petite introduction d'MLKit et on va voir à peu près les features qu'offre la librairie. Ok, au début, MLKit, c'est une librairie développée par Google qui est disponible pour Android et iOS et vraiment très puissante et facile à utiliser dans ces applications. Vous verrez, c'est assez direct. Il n'y a pas besoin d'entraîner ses propres modèles. On peut, mais Google met déjà à disposition ces modèles si vos use cases matchent le problème que vous voulez résoudre. Le modèle de Google est déjà disponible. Donc,
tous ces modèles sont déjà genre préconstruits et utilisables tout de suite avec la librairie, que ce soit pour de l'imagerie, du text recognition, de la détection d'images, etc. Genre, on a vraiment juste à faire du plug and play et c'est parti. Donc si vous voulez aussi, si on va dire votre problème n'arrive pas du tout à être résolu par les modèles mis en place par Google, là vous pourrez utiliser du TensorFlow et construire vos propres modèles de votre côté et les injecter à la volée pour utiliser MLKit. Donc on a différents types d'installation de modèles. Les modèles, c'est là où toute la magie du machine learning va se passer. Certains peuvent être unbundled, c'est-à-dire que ce modèle-là va être téléchargé dès que l'application sera lancée via les Play Services. Donc là, ça veut dire qu'on dépend un peu de l'écosystème de Google et des Play Services. Le modèle peut être embarqué directement dans la librairie. Donc là, ce modèle-là, il est link quand vous construisez votre application. Et donc, ça augmente clairement la taille de l'application qui sera téléchargée par l'utilisateur. Ou alors, on peut avoir des modèles un peu à la demande. Donc là, on va dire que quand l'utilisateur arrive sur cette feature qui utilisera le machine learning, on demandera à l'utilisateur de télécharger le modèle désiré ou alors on le téléchargera un peu en silencieux pour effectuer tous les calculs et l'identification via MLKit. Donc en gros, à la louche, si on utilise des bundles modèles dans son application, et même si on télécharge ensuite des modèles à la volée, ça augmente de 2 à 10 mégas par modèle son application. Donc, suivant ce qu'on veut utiliser, il faut quand même garder en mémoire que les modèles ont un impact quand même assez... faut y penser. C'est pas non négligeable sur la taille de votre application. Ok, donc avant d'aller voir à peu près toutes les features un peu intéressantes de MLKit, on va dire petit point type performance assez global à MLKit, surtout quand on utilise là pour l'instant, on va dire du traitement en temps réel avec la caméra pour faire du traitement d'image. Google conseille d'utiliser la librairie Camera 2 ou Camera X de Jetpack et d'utiliser la stratégie de back pressure qui garde la dernière image. En gros, au lieu de traiter plusieurs images pour ensuite en garder qu'une, là, on va pouvoir optimiser un peu les choses et avoir un petit drop juste de la dernière frame pour optimiser le calcul. Aussi, il faut prendre en compte que plus on processe des images grandes, plus ça demandera de ressources en local, parce que MLKit, tout se passe en local, jamais on fera de calcul côté cloud, etc. Donc tout se passe on-device sur votre appareil Android ou iOS, si vous faites l'application iOS. Donc, quand vous faites du traitement d'image, il faut considérer utiliser des images avec une résolution pas très basse, on va dire, mais quand même assez basse pour optimiser, on va dire, les temps de calcul et les performances de votre application. Et aussi, si vous voulez réutiliser l'image en sortie, enfin la retraiter derrière, genre, ok, là on a fait de la détection de visage, on veut ajouter genre un nez rouge, et on attend les résultats des MLKit avant de faire le rendu d'image, ça gagnera en performance. Ok, donc là, on va voir tout ce qui est autour du traitement d'image, et ensuite après on verra le côté texte et traduction. Ok, première feature assez sympa, la reconnaissance de texte dans une image ou un flux vidéo. Donc ici
le Text Recognition V2 est encore en bêta, mais a d'excellentes capacités et est quand même assez stable, même si c'est de la bêta. Donc là, ça va nous permettre d'extraire du texte à partir d'une image. Donc, une image statique ou un flux vidéo qui viendrait de la caméra. Donc le modèle utilisé par Google a été entraîné pour reconnaître plus de 100 langues différentes qui consistent en nos langues latines ou des langues non latines comme le japonais ou le chinois et bien d'autres. Donc il y a un énorme set de langues qui est possible derrière, donc les possibilités sont assez grandes. Donc on va utiliser un text recognizer, qui est on va dire la classe, l'instance qui va nous permettre de processer notre image ou notre flux vidéo. Et donc en sortie, on aura des blocs, donc le bloc de texte qui aura été reconnu, qui est lui-même composé de lines, et ensuite lui-même est composé d'éléments et lui-même de symboles. Donc en gros, le texte va être découpé en blocs, lignes, élément qui va être les mots et symbole qui va être vraiment la lettre ou le symbole reconnu dans le texte. Donc là, on va côté Android Studio. Donc on injecte les dépendances qu'on veut, si on veut du script en latin ou chinois, etc. On injecte la librairie qu'on veut dans notre build Gradle. Et ensuite, on va appeler notre client, notre Text Recognition Client. On va lui passer par exemple juste là les options par défaut. Donc là, on va lui passer par exemple une image statique, une bitmap qu'on aura chopée dans nos fichiers ou dans notre application. On verrait qu'il y a plus... En gros, MLKit processe toujours des input images et on va voir les différentes façons après de construire ces input images. Là, par exemple, là, c'est juste avec une bitmap, mais vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, on utilise notre instance de notre client. On lui dit, OK, processe l'image. Et donc, la librairie derrière est écrite en Java. Donc là, vous voyez qu'il y a genre 2 callbacks, un pour OK, ça a réussi, ou non, c'est un échec. Il n'y a pas de version KTX si vous travaillez dans un écosystème Kotlin, mais libre à vous d'implémenter votre version pour qui est, on va dire, se passer de ces callbacks L potentiellement et de faire de ça de quelque chose de plus linéaire. Donc là, en sortie, dès que l'image a été processée avec succès, donc on va avoir accès au texte qui a été reconnu et aux différents blocs, lines, etc., comme je vous ai montré avant. Donc là, suivant les blocs, on va pouvoir jouer avec le texte qui a été reconnu dans l'image. Et donc, chaque bloc aussi a des coordonnées, comme vous voyez là sur l'image. Donc on va pouvoir dessiner par exemple une box autour du bloc qui était reconnu à l'intérieur. Donc tout bloc, on a accès aux coordonnées dans l'image et donc on pourra aussi dessiner sur l'image si on veut modifier certaines choses ou entourer par exemple le texte. J'avais dit qu'il y avait plusieurs façons de manipuler, de passer des input images à MLKit. Donc il y en a plusieurs. On peut lui passer des bitmaps, on peut lui passer des médias images qu'on aura chopé. Par exemple, média image, c'est ce qui est sorti par CameraX, où on pourra lui donner vraiment brut un buffer de byte ou un byte array. Là, il saura aussi processer et builder l'input image derrière. Ou même, on pourra lui donner, donner à input image un fichier de notre device. Donc tout ça, après, tout est expliqué dans la documentation de MLKit. Comment passer une bitmap, un buffer, un file, etc. C'est assez straightforward, donc il n'y a pas de sorcellerie derrière. Et si on utilise l'avantage d'utiliser CameraX, s'il y a besoin de faire des rotations sur l'image pour la remettre dans le bon sens, tout ça, c'est géré par CameraX. Elle va nous permettre
de passer, si besoin, la rotation de l'image à l'input image. Donc là, c'est tout bonus, c'est 2 lignes de code. OK. Autre feature intéressante, la détection de visage. Vous voyez que là, par exemple, si on est unbundled, on embarque dans notre application que 800 kilobytes. Si on le précharge avant de builder notre projet et notre app, on va rajouter environ 7 mégas à notre application. Chose non négligeable, il faut y penser. Ensuite, détection d'images, donc la détection de visage dans des images ou un flux vidéo. Et donc ça va nous permettre de détecter donc les contours du visage, les yeux, les sourcils, lèvres et nez. Donc c'est on va dire les points importants entre guillemets du visage. Et ce qui est sympa aussi, c'est que grâce à ça, MLKit va nous aussi proposer de détecter les expressions du visage. En gros, elle va proposer un score entre 0 et 1 pour savoir si une personne est en train de sourire ou si elle ferme les yeux, etc. Donc, on va dire les concepts clés de la détection de visage. Donc, on a le face tracking, genre détection et on va traquer le visage, surtout sur des flux vidéo. Détection du contour, donc là ça va être vraiment, on va boxer le visage. Les landmarks, donc là c'est tout ce qui est genre le nez, yeux, etc. Ensuite la classification, là c'est plus vraiment pour déterminer les expressions du visage. Donc pareil, donc là si on peut choisir de l'embarquer ou de pas l'embarquer, donc d'utiliser les play services ou non. Et si on utilise les play services, il ne faut pas oublier d'aller dans son manifeste et de définir des métadatas. Là, des métadatas, par exemple, on veut la face. Mais si on veut, par exemple, jouer avec du face detection et d'autres features de MLKit, on peut les chaîner en mode face, barcode, virgule, autre chose. Et donc ces modèles-là vont être gérés par les play services et non pas par vous et embarqués dans l'application. Donc là, on définit les options pour identifier notre visage. Là, on veut que les performances soient vraiment bien précises. On veut à peu près détecter tout ce qu'il y a sur le visage, yeux, nez, etc. Et tous les modes de classification. On va dire, on fait all-in sur la feature. Et donc, on va passer nos informations, après, toutes nos options vont être passées au client, au Face Detection Client. Et ensuite, pareil qu'avant, l'API reste la même partout. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on veut, l'utilisation est très simple. Donc là, on a notre détecteur. On va lui dire, OK, processe l'image. Si c'est good, OK, donc on va passer dans le Success Listener. Et là, on va avoir une série de faces, de faces. Et avec ça, on va pouvoir avoir les coordonnées des yeux, des lèvres, du nez, etc. Et avoir, là, si on a la classification d'activer, de dire, OK, dis-moi si le visage qu'on a détecté sourit ou ferme les yeux, etc. Donc, vraiment, on a accès après à des multitudes de données qui peuvent être appliquées à l'image qui a été processée ou ensuite, après, sortir des informations qui vont être traitées à l'extérieur. Ensuite, on a le scan de code barre. Assez utilisé maintenant dans pas mal d'applications. Et donc Google fournit via MLKit ce système de scan qui est assez rapide et qui permet de détecter pas mal de formats de niveau code barre ou même QR code. Et donc MLKit fonctionne tout sur l'appareil. Donc pas besoin d'envoyer des données sur le cloud. Tout est fait sur votre device. Donc là, ça rajoute au maximum 2,5 MB dans votre app.
Donc là, pareil, si vous choisissez la version embarquée ou non, libre à vous après d'ajouter ce qu'il faut dans votre manifeste. Et donc, pareil, très simple, on définit notre client, on définit les formats qu'on veut supporter, qu'on veut détecter, par exemple du code barre et du QR code. Et après, là, depuis la version 17.1, ils ont rajouté une fonctionnalité de potentiellement, je ne sais pas trop ce que je veux détecter comme code barre, mais il y en aura forcément. Donc là, en gros, il va tenter de reconnaître le bon format à reconnaître avec Enable All Potential Code Bars quand on va analyser l'image. Et donc pareil, là on a notre client, on le définit, on processe l'image, on attend un résultat, et là après on a potentiellement toute une suite de barcodes reconnus. Donc si le code barre, on va trier ça par type. Donc si c'est de type Wi-Fi, type URL, machin, tout ça, genre, on va pouvoir reconnaître et extraire ensuite les informations contenues dans ce barcode. On peut extraire aussi la valeur assez brute, mais si on arrive à reconnaître, genre par exemple c'était une sorte de QR code pour le Wi-Fi, on va dire ah tiens, je pourrais directement extraire le SSID, le mot de passe, etc. Ou extraire l'URL d'un QR code ou d'un code barre, peu importe comment c'est fait derrière. Donc en gros, on peut manipuler assez facilement la data qui est extraite de ce code barre. Ensuite, on a la reconnaissance d'écriture à la main. C'est assez fun, je ferai une démo vers la fin de ça. Donc ça permet de reconnaître l'écriture à main levée ou même des dessins d'emoji. C'est assez fun de faire ça. Ça reconnaît plus ou moins bien. Donc ensuite, le modèle de Google est entraîné pour reconnaître à peu près plus de 300 langues. C'est assez dingo derrière et plus de 25 styles d'écriture. Donc c'est assez bluffant. Quand on écrit, même on écrit un peu en patte de mouche, ça reconnaît assez souvent l'écriture. Et donc là, pour utiliser cette librairie, en gros, quand vous implémenterez, par exemple, cette feature, ça va être du téléchargement à la demande de la langue que vous voulez analyser. Donc comme il y a 300 langues possibles pour reconnaître l'écriture, c'est à la demande et chaque modèle pèse environ 4,5 mégas. Donc là, on a notre Digital Ink Recognition Client. Donc on va lui passer un set de langues, dire ok, là, tiens, je veux reconnaître de l'écriture écrite en anglais. Donc je vais lui passer ça. Ensuite, après, je vais construire mon modèle et télécharger la langue par rapport à la langue que je veux reconnaître. Et ensuite, après, je vais construire mon client avec le modèle qui a été téléchargé. Donc ensuite, après, si on décide de partir là, j'ai simplifié, mais si on écrit à main levée sur le Canva, en gros, on va choper tous les morceaux et tous les dessins qui ont été faits sur le Canva, et on va les passer à notre client. Pareil, va y avoir, si c'est du success, on va avoir à peu près tous les potentiels, on va dire, résultats qui va être reconnu via le modèle. Il peut y avoir plusieurs candidats au texte. Par exemple, il peut faire je sais plus, 2 ou 3 suggestions, je crois, on va dire, ok, on va dire le premier, il est à 85% sûr que c'est ce texte-là qui a été écrit. Ensuite, après, il fait en fonction de 50%, 40% les prédictions sur les textes qui ont été écrits. Ok, donc là, j'ai couvert un peu
les principales fonctionnalités, on va dire, de MLKit côté traitement d'image. Et là, maintenant, je vais m'intéresser plus au tout ce qui est du NLP, donc Natural Language Processing, tout ce qui est autour du texte et de la traduction. C'est quelque chose qu'on a pas mal exploré chez Aircall autour de la traduction de messages, parce qu'on peut avoir différents clients avec des langues différentes. Donc en petit hackathon, on s'est pas mal penché dessus. Donc là, un petit exemple de notre hackathon, là où on faisait de l'identification de langue, plus ensuite de la traduction suivant la langue et la langue du client. Donc un peu comme fait Airbnb dans son application, quand par exemple on peut utiliser juste notre langue et en fait notre hôte ou celui chez qui on va aller va recevoir le message traduit dans sa langue maternelle. Donc là, la fonctionnalité d'identification de langue, elle peut reconnaître environ 100 langues différentes, basées genre script latin ou non latin, comme du japonais, du grec, du chinois, entre autres. Les modèles sont assez petits, genre moins d'1 méga. Et donc, ça va nous retourner via le Language Identifier Client, on va dire la meilleure estimation possible, et on va lui donner un seuil, on va dire un seuil de confiance. Dire ok, donne-moi toutes les langues si tu les trouves, genre le seuil va être entre 0 et 1, on va dire à plus de 50% de confiance sur la langue qui a été détectée. Donc là, pareil, on va dans notre build Gradle, on ajoute nos dépendances. Et donc là, pareil, assez simple. Donc on va construire notre client avec du coup ce seuil de confiance. Là, on a mis genre 40%, mais on peut mettre plus. Dire ok, bon, si je veux vraiment être sûr de cette langue, il faut au moins que ce soit sûr à, je sais pas, peut-être 60%. Et donc quand on va lui passer le texte à identifier, donc la texte, c'est un string pur et dur. MLKit va faire son traitement et va nous ressortir, si le langage est inconnu, il va nous sortir le language code undefined, und. Sinon, si ça match, ok, là j'ai trouvé une langue je suis sûr à 75% c'est de l'anglais. Et du coup, on va avoir le language code EN qui va être défini ici. C'est ça, là, on va nous sortir après tous les codes langue potentiellement et on va dire le meilleur possible avec le seuil qu'on a défini avant. Donc là, on a notre code de langue. Ensuite, après, on peut dire, ok, passer à la moulinette tout ce qui a été identifié. Ok, est-ce que ça, c'était le meilleur? Ensuite, quel était le numéro 2, etc. Donc, on peut jouer avec le seuil de confiance ici pour savoir si notre langue est sûre d'être la bonne langue définie. Ensuite, on peut utiliser de la traduction on-device. Donc là, c'est ce qui est utilisé par exemple dans Google Traduction quand vous êtes hors ligne. Donc c'est les mêmes modèles qui sont utilisés. Donc on peut traduire plus de 50 langues. Les plus efficaces, c'est de anglais vers quelque chose. Si on tente des traductions un peu genre allemand vers portugais, français vers danois, on va avoir des moins bons résultats que si on partait de anglais vers quelque chose ou de quelque chose vers anglais. Ils ont beaucoup plus travaillé leur modèle en langue anglaise que les autres types de traduction. Et donc là, pareil, ça se télécharge à la volée. Donc la traduction, dire ok, je veux de telle langue vers telle langue, c'est du téléchargement à la volée quand vous en avez besoin. Et si on veut de la traduction beaucoup plus efficace,
faudrait utiliser plus l'application Cloud Translate, mais là, ça veut dire qu'on a besoin de connexion Internet, mais c'est plus efficace. Donc là, on ajoute notre dépendance de traduction. On définit dans nos options, OK, j'ai mon texte en anglais, ensuite je le veux en français. Donc là, on va télécharger le modèle qu'il nous faut, donc traduction anglais-français. Et donc, après, dès qu'on a réussi à télécharger notre modèle, on va aller pouvoir l'utiliser dans notre client. Et dire, OK, donc là, avec ces options-là, tu vas me traduire le texte que je vais te passer en entrée. Et donc, en sortie, on aura notre texte traduit si ça a été un succès pour MailKit. Et avec genre les traductions plus ou moins approximatives. Mais c'est quand même assez efficace. Ensuite, ils ont une autre fonctionnalité qu'on a explorée, nous, pour notre fonctionnalité de SMS, c'est les Smart Reply. En gros, ça va sortir 3 potentielles réponses par rapport à une liste de 10 messages qui étaient passés en entrée. Ça peut être des emojis ou vraiment des réponses assez courtes. Mais par contre, le côté négatif, c'est que ça marche qu'en langue anglaise. Ils n'ont pas encore développé sur d'autres langues. Donc pareil, ça marche sur le device. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est plus des conversations style informel. Si c'est pour du travail, business, etc., le cas d'usage, je ne le conseille pas d'utiliser Smart Reply pour ça. Plus pour du conversation type WhatsApp, message, genre vraiment entre potes, on va dire, pas dans un univers de travail. Donc pareil, on injecte sa librairie et ensuite, on passe les messages en entrée, on met 1, 2 messages et ensuite après, on passe ça dans Smart Reply et on va lui demander, OK, suggère-moi des réponses via ces 2 messages. Donc là, si vous voulez avant, là, on peut dire, OK, ça, le message 1, ça vient de moi, et ensuite, le message 2 vient de la personne avec qui je suis en train de parler. Et ensuite, avec ces messages d'entrée, il va nous proposer différentes petites suggestions de Smart Reply, en gros, des emojis ou genre un texte très très court, genre OK ou ça va, etc. Autre chose qu'on a explorée via MailKit, qui est pour l'instant en bêta mais qui marche très très bien, c'est de l'extraction d'entités. Donc qui va permettre, quand on lui passe un texte en entrée, d'extraire un email, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de vol, une date, etc. Donc, pas mal d'entités qui sont contenues dans le texte. Donc ça peut reconnaître les entités dans environ 15 langues différentes. Et pareil, on doit télécharger le modèle qu'on veut suivant la langue qu'on veut target. Donc ça, c'est assez cool si on veut faire des deep links directement dans le texte. Genre, on reconnaît le numéro de téléphone, et ben là, on va pouvoir le mettre en cliquable, cliquer dessus et directement appeler le numéro qui a été on va dire, trouvé dans le texte. Donc là, pareil, on dit, OK, je veux extraire les entités qui sont contenues dans le texte. Dans mon texte sera en anglais, machin, on donne le modèle. Si le modèle est cool, pareil, bim, on le passe à notre entity extractor et notre client, on va lui faire, OK, vas-y, on parse le texte et ensuite, dans OnSuccess, il va nous sortir toutes les entités qu'il a trouvées, du numéro de téléphone, du potentiellement des adresses, etc., avec la position de ce qui a été trouvé dans le texte. Donc là, on va pouvoir après manipuler le texte en sortie et faire, comme vous voyez ici, genre par exemple surligner 30 €, la date ou l'adresse ou le numéro de téléphone.
Et donc, avec ça, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer un peu les capacités de MLKit. Donc là, hop, on est sur Android Studio et je vais montrer un peu du MLKit Vision. Hop, on va passer sur Camera List Preview et je vais lancer le profiler pour vous montrer un peu les performances en temps réel. D'abord, je vais me focus un peu là-dessus. Donc, ok, là, on a de l'object detection. Par exemple, là, si je m'approche d'ici, est-ce qu'il va... Ouais, il va dire, ok, là, j'ai un objet. Et si Custom Object Detection, on peut faire de l'image labeling. Donc là, si je m'approche, confidence, il me fait OK, il y a une table, il y a beaucoup de choses genre en temps réel à détecter. On va dire les plus fun. Hop, on va faire du face detection. Donc là, on a de la détection de ma tête en temps réel. C'est super intéressant, ma tête. Et donc là, vous pouvez voir en temps réel, genre, OK, ça détecte un visage. Et je suis sur un Pixel 7. Et l'utilisation un peu de la mémoire et du CPU, c'est à peu près équivalent à une vidéo HD, voire un peu plus, qui serait en train de tourner sur l'appareil. Donc, on va dire que le principal de la mémoire, là, parce que c'est du temps réel, donc c'est de la vidéo qui est en temps réel, et le traitement, on va dire, MLKit est assez minime en impact sur le device. Donc après, on peut même aller sur des choses un peu plus complexes, de la pose detection. Hop. Donc là, pose detection, ça va permettre de voir toutes les mains, en gros le squelette, le pseudo-squelette d'une personne, et de détecter un peu les mouvements. Et aussi en bêta, ils ont du mesh detection. Donc là, c'est assez intéressant si on veut faire des fonctionnalités un peu à la con style Snapchat pour foutre des filtres sur la tête, si tu veux des oreilles de lapin ou un nez de chat. Ça peut être un cas d'utilisation de ce mesh detection. En gros, ça va mapper vraiment un modèle 3D de son visage. Et j'avais dit aussi, ce qui était fun, c'était tout ce qui était la détection d'écriture. Et ici, par exemple, on va dire, OK, en français, tac, faire, hop, bonjour. Brescamp. Et on va voir, est-ce qu'il va reconnaître ce que j'ai écrit? Bonjour, Brescamp. Ouais, c'est assez... c'est reconnu. On peut dire, par exemple, on va dire chien. Il reconnaît chien. Donc là, on peut même écrire un peu... je sais pas. Airchat. Pas tout à fait. Il peut y avoir des fails. Et ce qui est marrant, c'est la reconnaissance d'emoji. Donc là, on va dire, hop, quelqu'un qui sourit. Ouais. À peu près ça. Genre une vache, peut-être. Ou un chien, on va dire que c'est un animal. Allez. L'approximation est quand même pas mal là. On peut dire pareil, une sorte de voiture, tracteur, on verra. Ok, c'est une à peu près voiture.
Donc on peut pas mal s'éclater avec tout ce qui est reconnaissance comme ça de dessin à main levée pour dire ok après on reconnaît le texte qui a été dessiné ou écrit. Ouais. Et donc après il y a pas mal de possibilités de features, etc. Retourner au slide. Tac, je vais terminer là-dessus. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le machine learning en général, je conseille le Journal of Machine Learning Research. C'est hyper intéressant. 2 crash courses, un par Google, un par Coursera. Si vous voulez vraiment vous mettre dans du machine learning pur et dur et apprendre comment créer des modèles, les 2 sont très bien faits. Et si vous voulez aller vraiment explorer MLKit, la documentation est très bien faite et c'est un bon point de départ. Les Code Labs aussi fournis par Google, si vous voulez vous entraîner à utiliser MLKit. Et les samples que j'ai utilisés pour faire les démos sont disponibles sur les GitHub de Google, genre Google Samples MLKit. Et ils sont très bien faits. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez du moyen de faire des choses cool avec MLKit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite photo réglementaire. Oui, merci pour la conférence. Et j'avais une question à propos des modèles par défaut. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque part explicité les biais des modèles par défaut, notamment au niveau de l'image recognition? S'il y avait les biais, est-ce qu'ils sont explicités quelque part dans la documentation d'MLKit ou est-ce que ils sont déjà tweakés pour essayer de compenser les biais qu'il y a de base dans les... Bonne question. Les modèles en gros qui sont fournis de base, j'ai pas trouvé de vraiment vraie documentation dessus. Donc c'est un peu fourni par Google comme ça, genre si ça match le cas d'utilisation, c'est cool. Mais il faudrait que je regarde s'ils sont vraiment exposés quelque part. C'est une bonne question. Mais en tout cas, quand on parse la documentation des MLKit, on dit tiens, on fournit le modèle, tac, et après j'ai pas vu d'explication sur ces modèles-là. Peut-être que ça y est quelque part, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'info. Ouais. Ouais, ça par contre, ouais. Ouais, quand il y a vraiment des limitations, ils le disent clairement noir sur blanc dans la doc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, pas d'autres questions. Ah si. Pour l'écriture à main levée, en gros, si c'est une image, il faudrait analyser l'image et extraire, on va dire, ce qui a été écrit à main levée, pour ensuite passer les morceaux, en gros, le chemin de l'écriture. Parce qu'en gros, là, sur le Canva, quand on écrit des lignes et des passes sur Android. Et tout ça, c'est ensuite extrait et injecté dans le handwritten recognition, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, ouais, si c'est sur une image toute simple, il faudrait extraire vraiment l'image de l'écriture pour ensuite la découper et la faire passer à MLKit. Ouais. Non. Si. Est-ce que vous avez déjà expérimenté l'utilisation de MLKit en iOS? Pas du tout. Okay. Ouais, quand on a fait notre petit hackathon, on l'a fait uniquement genre focus Android.
Et notre team iOS était pas là, il nous a pas rejoint. Donc on a fait vraiment notre expérimentation dans notre coin. Et iOS, je leur avais un peu glissé l'idée. Mais quand ils ont regardé, genre, il y avait pas de, on va dire, les dépendances étaient un peu gérées de façon à l'ancienne et pas comme ils voulaient avec. Je ne sais plus quel, je suis pas expert, j'ai zéro knowledge en iOS, mais en tout cas ça les a un peu rebutés à utiliser, à tester ça même au début. Bon, après ils sont un peu grincheux aussi. Ok, merci beaucoup.